de presse Bonferré ciblé par une attaque dans la nuit du 20 au 21 novembre 2017. Les auteurs courent encore dans la nature. La police a ouvert une enquête. La société civile fustige la peine requise contre Abbas Abdelaziz, président d'Actis Niger, par le procureur. Elle qualifie cette peine de non conforme aux dispositions. La diaspora Lumana réaffirme son soutien au président de leur parti, Hamma Amadou. La déclaration de soutien a été faite en marge du Forum national des jeunes Lumana tenu à Maradi. Le développement de tous ces titres avec Aminata Yaya Maïga. Aminata, bonsoir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Édition que nous débutons avec cette nouvelle. Le groupe de presse Bonferré a été la cible d'une attaque dans la nuit du 20 au 21 novembre 2017. Les auteurs de cette attaque courent toujours dans la nature. La police a déjà ouvert une enquête. À noter que cette attaque intervient à un moment où le monde entier célèbre la journée internationale de la télévision. Youssouf Haïdara. Des pare-brises fracassés, des voitures saccagées à coups de projectiles sur le spectacle qu'offre le parking du groupe de presse Bonferré à cette matinée du mardi 21 novembre 2017. Les projectiles visibles dans les voitures un peu partout à la devanture du groupe de presse ainsi que les éclats des pare-brises justifient l'ampleur de l'attaque. L'agent de sécurité présent sur le lieu explique le déroulement violent de l'attaque. Je n'ai rien compris. C'était trop violent. J'ai couru pour chercher secours, mais en vain. Il a tout saccagé. Je l'ai poursuivi un peu loin. Il m'a lancé un de ses projectiles qui me blessa au front. J'ai eu peur pour qu'il me fasse plus de mal. Je suis retourné pour continuer ma garde. L'attaque semble minutieusement être préparée comme en témoigne le ciblage unique des biens du groupe de presse Bonferré, alors qu'il y ait une voiture d'un particulier juste à proximité de celle de Bonferré. À cela s'ajoute les tas de pierres trouvés à quelques mètres du parking. Qui est l'auteur de cette attaque? Pourquoi et à quelle fin? Tant de questions qui restent mystères. Déjà, la police alertée s'est transportée sur le lieu pour constater les dégâts. Une enquête est ouverte. À la suite de cet acte de vandalisme perpétré à Bonferré, le groupe de presse a reçu des messages et des déplacements de soutien de plusieurs responsables, dont des acteurs de la société civile nigérienne, responsables de médias publics et privés, députés nationaux et plusieurs anonymes. Le bureau du Conseil supérieur de la communication a dépêché une délégation conduite par son vice-président au groupe de presse Bonferré pour s'enquérir de la situation et lui apporter son soutien. La conférence sur le climat COP23 tenue à Bonn en Allemagne a vu la participation du Niger. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a pris part à cette conférence et est rentré le lundi à Niamey. Dans un point de presse animé à l'aéroport Djori Hamani, il a dressé la synthèse de sa participation à la rencontre. Issoufou Mahamadou a aussi rendu un hommage au président du CESOG décédé et s'est exprimé sur la situation de la traite des personnes en Libye. Je vous propose de suivre. Moussa Moumouni Jarmako, comme vous le savez, a été chef d'état-major des forces armées nigériennes. Il était président du Conseil économique et social. Il était un leader politique influent et écouté.
Sa disparition est une perte immense pour le Niger. Je m'incline devant la mémoire du soldat. Je rends hommage à l'homme politique dont la sagesse, la modération et l'intégrité sont connues de tous. Mon séjour en Europe et en particulier ma participation à la COP 23, le Niger a insisté sur l'objectif de limitation de la hausse de température à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Le Niger a également marqué sa volonté de mettre en œuvre toutes les mesures d'adaptation, d'atténuation qui sont contenues dans sa contribution déterminée au niveau national. Mais nous avons insisté aussi sur la nécessité pour les pays développés de tenir leurs promesses, notamment en matière de financement et en matière de transfert de technologie. L'esclavage est un crime contre l'humanité. Le Niger condamne à nouveau cette pratique ignoble et le Niger s'engage à apporter sa contribution pour mettre fin à cette pratique. Et c'est dans cette perspective que nous avons demandé que ce point soit inscrit à l'ordre du jour des prochains sommets Union africaine, Union européenne d'une part et Union africaine. Et ici, je saisis l'occasion que vous m'offrez pour lancer un appel à la Cour pénale internationale pour qu'elle se saisisse du dossier. Nous n'avons plus le droit de faire comme si nous ne voyions rien. L'indépendance de la justice, la restauration de la démocratie et de l'état de droit au centre des préoccupations de la société civile nigérienne. À la base de ces préoccupations, le procès du président de Actis Niger, dans lequel le procureur requiert 5 ans d'emprisonnement ferme. Toute chose contraire aux dispositions judiciaires selon Michael Zodi. Ablaziz Mamadou et Ablaï Saïdou pour le reportage. Le président de Actis Niger, Abbas Abdelaziz, et ses 2 camarades de lutte connaîtront leur sort ce 24 novembre 2017. Le délibéré de leur procès est prévu à cette date. À 112 heures de ce verdict, la société Oriba Petroleum décide de retirer sa plainte. Les raisons sont avec l'acteur de la société civile nigérienne, Michael Zodi. Ce qui a attiré surtout notre attention, c'est aujourd'hui que nous avons constaté que Oriba Petroleum vient de retirer sa plainte contre nos camarades. Après le procès, après avoir participé en charge contre nos camarades, aujourd'hui ils comprennent qu'aujourd'hui ils sont dans un complot qui ne dit pas son nom. Déjà, le 29 octobre, après la manifestation, le ministre de l'Intérieur était sorti pour annoncer les couleurs de ce qui va se passer. Nous allons dissoudre Actis, nous allons arrêter des gens et voilà, nous avons constaté les prémices au cours de ce procès. Le procureur a été incapable, je dis bien incapable de démontrer que nos camarades sont coupables par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Il n'y avait pas de preuves. Ils ont passé tout leur temps à passer des vidéos et des photos pour voir ce qui se passe, mais très malheureusement, ce n'était pas ça. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait retenir, au-delà de ça, au-delà de la loi, le procureur est parti au-delà de la loi pour dire qu'il requiert 5 ans d'emprisonnement contre nos camarades, alors que la loi dit non, même s'ils sont reconnus coupables, c'est 4 ans. Les acteurs de la société civile nigérienne se disent plus que jamais déterminés à restaurer la démocratie au Niger. Ils comptent sur le soutien de tous les démocrates sincères, soucieux du devenir du Niger.
manifestement que la justice est en train d'être manipulée pour empêcher aux organisations de la société civile de vouloir manifester librement, comme l'a dit la loi et aussi la Constitution. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui doivent se retirer dans un bureau et réfléchir pour empêcher une question qui a été autorisée par la Constitution. La Constitution a autorisé qu'il y ait des manifestations, que les citoyens peuvent se manifester. Donc c'est juste pour nous intimider, nous empêcher effectivement de faire notre action citoyenne que nous sommes en train de faire au profit du peuple. Donc le procureur a requis 5 ans. 5 ans d'emprisonnement ferme. Et nous estimons que le magistrat qui est en charge du dossier, effectivement, va dire le droit le 24 de ce mois, c'est-à-dire le vendredi 24 où il y aura le délibéré. Nous pensons que le droit sera dit parce que nos camarades sont innocents par rapport à cette question-là. Ils n'ont pas pu trouver des preuves pour les incriminer. Michael Zodi et ses camarades de lutte restent ainsi convaincus que la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Niger dépendent de l'indépendance de la justice, institution sur laquelle compte la société civile nigérienne pour éviter au peuple nigérien une autre violation de la Constitution et des principes judiciaires dans le pays. Le réseau des organisations du secteur éducatif du Niger, Rosen, a, à travers un communiqué de presse, dénoncé les conditions précaires dans lesquelles se trouvent les écoles, instituts et centres d'études étatiques. Le résumé de ce communiqué avec Souleymane Ousmane et Mamadou Djouri. Le réseau des organisations du secteur éducatif du Niger, le ROSEN, dans son communiqué de presse en date du 19 novembre 2017, s'est prononcé sur la situation de misérabilité des centres, écoles professionnelles et techniques et instituts de la place. Depuis pratiquement quelques jours, les établissements de la formation professionnelle et technique sont en ébullition due à la gestion partisane, patrimoniale et caractérielle du Sr Tijani Idrissa Abdelkadri, ministre en charge des enseignements professionnels et techniques. Le ROSEN suit de très près la situation qui prévaut au CFPP, à Kalmaharo et au centre Ama. Le ROSEN apporte également son ferme soutien au mouvement pacifique et noble engagé par les élèves du CFPP. Le ROSEN dénonce et condamne le siège du CFPP par la police anti-émeute lourdement armée. Selon toujours le communiqué du ROSEN, le ROSEN rend la police seule responsable de tout ce qui adviendra. Le ROSEN demande également le retrait immédiat et sans condition de la police anti-émeute. Enfin, le ROSEN exige le départ pur et simple du Sr Tijani Idrissa Abdelkadri, ministre en charge des enseignements professionnels et techniques, seul gage pour un développement du sous-secteur de la formation professionnelle et technique. Politique à présent dans cette édition. La diaspora des jeunes Lumana a brillé de sa présence aux assises de la première édition du Forum national des jeunes Lumana tenu à Maradi. Les jeunes de la diaspora apportent leur soutien à Hamma Amadou et restent déterminés et engagés pour le triomphe du Modenfa Lumana. Explication avec Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Lors de la première édition du Forum national des jeunes Lumana à Maradi, toute la crème de la diaspora des jeunes Lumana a fait parler d'elle. La diaspora s'est dite déterminée et engagée pour porter haut le flambeau du Modern FA Lumana et réaffirme son soutien indéfectible à Hamma Amadou. Selon Boubacar Nouhou, ces retrouvailles à Maradi ont enrichi leur stratégie de combat pour défendre les acquis démocratiques du Niger. Les militants de la diaspora sont sortis partout. Nous avons eu au moins 11 pays de la diaspora qui ont participé massivement à cet événement, de l'Europe en Asie et en passant par l'Afrique. Donc, ça nous a beaucoup encouragés. Un parti qui a des représentations partout dans ces pays et au niveau régional comme aux bases, il a les structures. Donc, je peux dire que Lumana se porte très très bien dans la diaspora. Et ça n'est qu'en train d'avancer chaque jour que Dieu fait. La diaspora des jeunes Lumana invite l'ensemble de la jeunesse nigérienne à regarder dans la même direction pour un changement radical. Elle reste optimiste que Hamma Amadou est le président qui peut offrir au peuple nigérien un avenir radieux. La situation qui se présente au Niger aujourd'hui est chaotique. Donc au niveau de la diaspora, nous avons plus d'expérience.
parce que nous vivons ce que font les autres pays. Au niveau de la diaspora, les militants sont engagés et nous sommes convaincus que si Hama arrive, parce que nous avons vu des leaders politiques au niveau de la diaspora qui ont pu soulever leur pays de la misère, qui sont moins qu'Hama Amadou. Et qu'Hama Amadou a démontré par le passé de quoi il est. Oui, donc, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans la politique plus jeune et il a gravé les échelons jusqu'à aujourd'hui. Donc nous comptons bien sur son excellence Hama Amadou. En poursuivant son intervention, la diaspora des jeunes Lumana signe et persiste que le parti de Hama Amadou se porte en merveille à l'extérieur. Et le moderne FA Lumana peut compter sur la discipline, la responsabilité, la capacité, la compétence et la vigilance de la diaspora Lumana pour faire triompher les idéaux du parti de Hama Amadou. Restons toujours en politique. Après 37 ans de règne sans partage, Robert Mugabe du Zimbabwe vient de déposer sa lettre de démission devant le Parlement de son pays. Dans la correspondance, l'ex-président du Zimbabwe affirme que sa démission n'a pas été déposée sous contrainte. Celui qui est considéré comme le libérateur du Zimbabwe a préféré quitter le pouvoir. Suivez le résumé de son parcours politique dans ce reportage de nos confrères de France 24. Mugabe a grandi dans l'ex-Rhodésie britannique. Il est enseignant quand il entre en politique. Voilà l'une de ses toutes premières déclarations. Europeans in the country must regard themselves as citizens of the country, and they count only for one. Each of them counts for one. Le ton est donné. Les émeutes raciales se multiplient et Mugabe se radicalise. Le Premier ministre Ian Smith l'emprisonne pendant 10 ans. Il se tourne vers la lutte armée. Celui qui a mené la guérilla contre le régime blanc de Salisbury est considéré à l'indépendance en 1980 comme le libérateur. Mais la libération tourne très vite en guerre civile entre anciens alliés. Dans le Matabeleland, la répression fait plus de 20 000 victimes. Des massacres ethniques dont Mugabe et ses chefs militaires n'ont jamais voulu répondre. En 20 ans, l'économie s'écroule. Sur le plan économique, la plupart des gens le qualifieraient d'illettré. Pour rester au pouvoir, Mugabe joue en 2000 la carte populiste. Il nationalise les terres, exproprie les fermiers blancs. Et plus il se sent isolé par la communauté internationale, plus il s'en prend à ses anciens colonisateurs. Mugabe emporte les élections de 2002 dans un climat de violence. Celle de 2008 se déroule sous fond d'hyperinflation, à 10 chiffres. Le pays s'enfonce dans la crise. L'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lui propose de prendre sa retraite. Il refuse, puis accepte à contre-cœur un partage du pouvoir avec le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, en 2009. Mugabe n'est pas seulement le président, c'est une institution qui a géré le pays pendant 30 ans. Morgan Tsvangirai n'a jamais vraiment pu gouverner. Robert Mugabe s'est déclaré président à vie, incapable de préparer une quelconque succession. Autre aspect de cette édition, la salle Margou de l'hôtel Gawai de Niamey a servi de cadre pour l'atelier de concertation préliminaire des partenaires techniques et financiers et le gouvernement du Niger pour l'appui au plan d'action de la stratégie nationale des finances inclusives. C'est le ministre des Finances qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs membres du gouvernement et de plusieurs invités. Le commentaire de Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane. La présente cérémonie marque l'ouverture officielle de l'atelier de concertation du gouvernement avec ses partenaires techniques et financiers pour l'appui au plan d'action de la stratégie nationale de finances inclusives. Organisée par le ministère des Finances en collaboration avec l'UNDCF, cette rencontre qui se tient en prélude à la prochaine table ronde sur le PDS vise à recenser les centres d'intérêt et les intentions des partenaires pour faciliter la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale inclusive financière. La stratégie, c'est quoi la stratégie de la finance inclusive? En fait, c'est une stratégie qui a été adoptée en juillet, le 29 juillet 2015. Et l'objectif recherché de cette stratégie, c'était de fournir aux populations qui sont exclues du système bancaire, de leur fournir
des ressources, des produits de proximité. De leur donner, si vous voulez, terre à terre, des crédits à moindre coût. C'est conscient du rôle important que joue la stratégie nationale de finances inclusive que l'UNDCF a décidé d'accompagner le gouvernement du Niger et appelle la communauté internationale à soutenir cette initiative. Dans un environnement en pleine mutation, il nous paraît important que la présente stratégie nationale de finances inclusive soit opérationnelle le plus rapidement possible afin de pouvoir améliorer le bien-être des populations. C'est pour cela que je voudrais ici lancer un appel à la communauté internationale et à nos collègues partenaires techniques et financiers à soutenir, sous le leadership du gouvernement et de M. le ministre des Finances, cette stratégie pour une finance inclusive de qualité au service du bien-être individuel et collectif au niveau local. L'objectif principal de cette stratégie est de permettre aux populations exclusives du système bancaire classique et celles économiquement vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, d'accéder à des services financiers diversifiés, innovants, de qualité et à moindre coût, selon le ministre en charge des Finances. La stratégie de la finance inclusive est articulée autour des axes ci-après. L'appui à la structuration de la demande, à l'éducation financière des populations cibles et à la protection des membres clients des prestataires de services financiers. Le soutien au développement d'une offre adaptée, diversifiée et pérenne à travers la mise en place des lignes de crédit et des fonds de garantie. Et enfin, l'amélioration de l'environnement institutionnel, juridique, économico-financier de l'inclusion financière. Elle prévoit la mise en place, notamment d'un fonds dénommé Fonds de développement de la finance inclusive. Le fonds sera le réceptacle des financements reçus des partenaires et constitue le bras financier du gouvernement pour la conduite des activités et l'appui au système financier décentralisé, notamment à travers la mise en place de lignes de crédit. Cette rencontre a permis au gouvernement nigérien et ses partenaires de faire le point et le coût du financement de la stratégie nationale de finances inclusive 2015-2019. Au total, sur les 34 milliards du coût du financement donc, de la stratégie, il est acquis 14 milliards, soit 42% du financement de la stratégie. Donc le gap à rechercher est de 52%, ce qui constitue donc une avancée très significative dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. On ne va pas s'arrêter là, le ministre l'a dit. La rencontre, c'est une rencontre de sensibilisation. Elle fera l'objet d'un approfondissement pour que très prochainement, donc, la totalité des fonds soit mobilisée. Durant cette journée, les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers ont fait le point des 2 années de mise en œuvre de cette stratégie nationale de la finance inclusive afin de dégager des pistes pour l'atteinte des objectifs visés à travers la mise en œuvre de cette stratégie au grand bonheur des bénéficiaires. Signature de convention ce matin entre la coopération luxembourgeoise et l'Agence nationale des collectivités territoriales. Cette convention vise à appuyer 29 communes de la région de Dosso à travers le programme d'appui au développement agricole durable. Le commentaire de Achatou Mamadou et Luc Oga. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est la somme que la coopération luxembourgeoise a décidé d'injecter dans 29 communes de la région de Dosso pour un projet d'une durée d'1 an. Ce financement est concrétisé à travers cette signature de convention entre la coopération luxembourgeoise LuxDev et l'Agence nationale de financement des investissements des collectivités territoriales. Le développement économique des filières agricoles passe par des investissements structurants. Les réalisations se feront sous la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales qui recevront les financements à hauteur de 1 111 800 000 francs CFA via un transfert des mécanismes de l'Agence nationale de financement des investissements des collectivités territoriales, l'ONFIT. L'ONFIT, dont son objet est de gérer et de répartir les ressources attribuées aux collectivités territoriales aux fins d'appui à leur fonctionnement et à leur réalisation de leurs investissements.
Le premier responsable de l'ANTIF salue l'appui de ce partenaire technique et financier et souhaite que tous les 265 collectivités que compte le Niger bénéficient de ce projet à l'avenir. Que la contribution de l'IXDEV pour appuyer les 29 collectivités territoriales de la région de Dosso dans la mise en œuvre des 68 projets identifiés vient à point nommé. Cependant, je profite de cette occasion pour solliciter de l'IXDEV d'étudier la possibilité d'élargir cette subvention à d'autres collectivités territoriales à faible revenu et dont la vulnérabilité sera bientôt définie à travers l'Observatoire de performance des collectivités territoriales que nous comptons mettre en place en 2018. Cette signature de convention entre la coopération luxembourgeoise et l'État du Niger à travers l'Agence nationale de financement des investissements des collectivités territoriales intervient après plus de 3 mois de pourparlers entre les deux parties. La somme injectée va permettre de soutenir l'initiative 3N dans 29 communes de la région de Dosso dans le but de mettre ces populations à l'abri de l'insécurité alimentaire. Ouverture également ce matin de la rencontre du collectif international des acteurs de volontariat international de réciprocité. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été présidée par le Premier ministre Brigitte Raffini. Le commentaire avec Kassassi Ibrahim et Omar Boukari. Après Lomé l'année dernière, c'est au tour de Niamey, capitale du Niger, d'accueillir la deuxième rencontre du collectif international des acteurs de volontariat international de réciprocité. Cette initiative volontariste s'inscrit dans le programme du gouvernement nigérien à travers la création de l'Agence nigérienne de volontariat pour le développement ANVD. Le Premier ministre Brigitte Raffini a relevé toute l'importance de la présente rencontre avant d'exprimer à l'assistance les attentes liées à ce forum. Le forum de Niamey a 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est d'élargir le collectif à d'autres structures issues de tous les continents. Le deuxième, c'est de consolider la démarche coopérative et réaliser des actions collectives. Et le troisième, enfin, c'est de mobiliser des financements pérennes. L'engagement des autorités nigériennes a été déterminant dans l'aboutissement de cet ambitieux projet bénéfique pour la jeunesse francophone, a indiqué le président de France Volontaire. Une conversation s'est amorcée. Et je ne pouvais pas imaginer en entrant dans son bureau que 2 ans et demi plus tard, le volontariat de réciprocité puisse à ce point-là réussir. C'était des mots, c'était des idées que nous échangions et petit à petit, en très peu de temps, le volontariat de réciprocité s'est imposé comme la base de ces échanges internationaux nord-sud, sud-nord, avec des jeunes, pour des jeunes. Associée dans l'organisation de cette rencontre, l'Organisation internationale de la francophonie, à travers la stratégie jeunesse de la francophonie, entend agir sur la mobilité des jeunes afin de les rendre plus responsables. La mobilité des jeunes est l'un des 6 objectifs stratégiques majeurs de la stratégie jeunesse de la francophonie. Cette stratégie souligne la nécessité d'agir en faveur de la mobilité des jeunes et de leur mise en réseau au niveau local, au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Pour la francophonie, la mobilité internationale est une opportunité pour les jeunes de découvrir leur potentiel, de mieux se découvrir au contact des autres. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a aussi saisi la rencontre de Niamey pour condamner les pratiques esclavagistes de ces derniers temps en Libye. Les participants à cet atelier du collectif international des acteurs de volontariat international de réciprocité auront 3 jours pour échanger sur plusieurs questions ayant trait à la vie de la jeunesse de l'espace francophone.
Suite de cette édition, présentation ce matin à l'Irche de l'ouvrage « L'homme qui donne des baisers au vent » du jeune auteur Razak René. Elle s'est tenue dans la salle de lecture avec pour objectif de faire connaître les publications de l'auteur et surtout de celle qui lui a valu la médaille d'or de cette année aux Jeux de la francophonie tenus à Abidjan. Ici Fisseni et Boubacar et Rabiou Labo pour d'autres détails. C'est dans la salle de lecture de l'Institut de recherche en sciences humaines, IRCH, que s'est tenue la présentation de l'œuvre de Razak René, primée médaille d'or en littérature au Jeux de la francophonie à Abidjan cette année. L'ouvrage, titré « L'homme qui donne des baisers au vent », retrace une complicité entre un jeune garçon et un soldat qui a fini tragiquement. L'œuvre qui m'a donné le prix parle d'un enfant de la rue qui s'est retrouvé dans une situation de guerre et qui, en cherchant à survivre, a perdu la vie. Donc cet enfant partait ramasser des douilles pour revendre au bijoutier. Et de l'autre côté, un militaire qu'il a connu et qui donnait ses chaussures à l'enfant pour cirage. Donc c'est lui qui l'a tué et après, quand la guerre a pris fin, l'homme a été traumatisé. Il voyait l'image de l'enfant qui le poursuivait, mais qui pourtant, l'homme voulait le faire vivre à travers tous ces souvenirs qui le traumatisent, qui le fait vivre. Les jeunes talents ne sont pas ou sont très peu connus. Sorti des sentiers battus, Razak René a fait sa première publication de nouvelles en 2005 au cours des Jeux de la francophonie. Né en 1986, très jeune, Razak René a à son actif une dizaine de nouvelles publiées par des grandes maisons d'édition comme Edilivre en France. Selon les enseignants-chercheurs qui l'ont accompagné et qui ont lu ses œuvres, Razak René est jeune et plein de talent littéraire. Vu son parcours quelque peu atypique, vraiment, il y a lieu de le féliciter. Et surtout, quand, malgré ce parcours tortueux, il arrive à nous amener une médaille d'une très haute distinction. Cette médaille, c'est comme s'il arrive à défier la France sur le plan linguistique. Quand il m'a annoncé à partir d'Abidjan qu'il a eu le prix, j'ai dit « et les Canadiens ». Et le Canadien était deuxième dans ce prix. Hydraulicien de formation, Razak arrive à concilier son travail qui le nourrit et ses activités d'écrivain avec passion. Il estime que bien que la littérature est le parent pauvre de la culture, le chemin reste déblayé et que l'ascension est toujours possible. Autre cérémonie à présent, celle de l'inauguration et du lancement de la deuxième fédération d'Iga-Bégué de l'arrondissement communal Niamey 4 ce matin à l'Académie des Arts de Niamey. C'est Mme Hamma Maimouna Haruna et son staff qui vont diriger la fédération pour une durée de 2 ans renouvelable. Le commentaire avec Abouli Adamou Ide et Ablaziz Jibrila. Les femmes de 15 quartiers de l'arrondissement communal Niamey 4 ont quitté leur ménage aujourd'hui pour se retrouver à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Une forte mobilisation qui marque l'inauguration de la deuxième fédération dénommée d'Iga-Bégué de la dite commune. Le maintien de la scolarisation de la jeune fille et l'autonomisation de la femme, telles sont les préoccupations de la dite commune. La Fédération des femmes de la commune 4 a été créée en 2005 avec Mme Bagouma Aïssa Moussi à sa tête jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, elle passe le témoin à Mme Hamma Maimouna Haruna qui s'engage à œuvrer dans la même lancée. Cette deuxième fédération d'Iga-Bégué, dont le lancement officiel des activités nous relie aujourd'hui, est loin d'être une rivale de la première. Au contraire, c'est pour renforcer nos capacités qu'en est l'idée de la création de celle-ci. En honneur de la première fédération Niamey 4, nous vous disons merci pour votre soutien sans cesse et je vous assure que nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour le bonheur de la femme en général et celle de la commune 4 en particulier.
Dans ce travail dynamique pour leur propre épanouissement, les femmes du 4e arrondissement de Niamey bénéficient du soutien de Care International à travers le projet Mata Massoudou-Bara et l'ONG Tatalin Rayoua. Elles ont surtout le soutien des autorités locales. Au regard de votre détermination, votre volonté de progresser, votre volonté de bien faire, je lance un appel vibrant à votre égard pour que votre dynamisme reste constant pour un meilleur épanouissement de vos ménages et de la population toute entière à travers vos contributions multiples et multiformes dans les différentes actions de développement. Diga Bégué, autrement dit, voir et admirer, les femmes de la commune 4 l'ont démontré à travers l'harmonie de leur accoutrement et les différentes prestations des groupes. Les actions concrètes seront visibles, promettent-elles, dès les jours à venir. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. Bonsoir.